Salut l'équipe, c'est Lobalist. Aujourd'hui on se retrouve pour un débrief des barrages de top 14 et on va aussi s'intéresser aux demi-finales qui vont arriver. Alors déjà, je fais cette vidéo pas en face cam, vous le voyez bien, parce que j'ai pas mon trépied à portée de main, mais ça devrait aller mieux la semaine prochaine. Aussi, je voudrais présenter quelques excuses parce que j'ai pas réussi en fait à trouver les matchs entiers sur YouTube. D'habitude j'arrive à le trouver et du coup j'arrive à prendre les passages qui m'intéressent pour illustrer mon propos et j'arrive aussi du coup à regarder les matchs plusieurs fois pour affiner mon analyse, et là ça n'a pas été le cas, donc je vais devoir faire avec ce que j'ai trouvé, c'est-à-dire les résumés des matchs, et donc c'est pas beaucoup. On va voir ce que ça donne. Alors le programme du jour, c'est d'abord de parler du barrage Racing Stade Français, ensuite ce sera au tour du bébé Clermont, et on va finir sur le derby basque. À la fin, je présenterai les codes Betclic avant de terminer par l'essai du week-end. Donc le match Racing Stade Français. Ça va aller assez vite. Les Parisiens sont complètement passés à côté de leur match, ils ont encaissé 4 essais à 0 en première mi-temps et ils ont semblé complètement impuissants face à l'Armada ciel et blanche. Les partenaires de Gaël Fickou ont traversé la défense parisienne comme dans du beurre, d'autant plus que les soldats roses ont écopé de 2 cartons jaunes, devant ainsi jouer à 13 contre 15 pendant de longues minutes. Franchement, je sais pas trop comment expliquer cette débâcle. Peut-être que les Parisiens se sont relâchés après leur qualification de dernière minute, en se disant que quoi qu'il arrive, de toute façon leur saison elle était sauvée. Il y a aussi cette affaire de GIF, donc des quotas de joueurs formés en France qui n'ont pas été respectés, faisant qu'ils ont dû aligner des joueurs qui n'étaient pas prévus sur la feuille de match à la base pour éviter de se faire sanctionner. Mais honnêtement, ce match du Stade Français, on va pas se mentir, c'est quand même indigne d'une équipe jouant les phases finales de top 14. Ok, ils marquent 3 essais en seconde mi-temps pour faire bonne impression, mais en vrai, ça reste anecdotique, sachant que le Racing était en fait déjà en demi et qu'ils avaient fait sortir plusieurs de leurs cadres. Et là, j'imagine la tronche des Castrets et des Toulonnais quand ils ont vu le match. Se dire qu'ils se sont fait passer devant par une équipe de ce niveau-là, ça a dû bien les saouler. Et aussi, que dire des Bayonnais? Le Stade Français a mis toutes ses forces pour aller gagner à Bayonne lors de la dernière journée et pour se qualifier, condamnant ainsi l'Aviron à jouer un match d'accession face à Biarritz. Tout ça pour ça? Bref, je pense que le Stade Français va devoir se remettre un petit peu en question, et là je parle surtout en fait de la direction, et notamment du président Hans-Peter Wild. C'est bien beau d'acheter des stars à tout bout de champ et de penser que l'argent les mènera au sommet, mais il leur manque un projet de jeu cohérent, et surtout un projet de club avec une réelle préoccupation par rapport à la formation. Sur ce sujet, le bureau Oval a un petit peu plus développé, et je vous mets le lien de l'émission en description pour ceux que ça intéresse. Et pour l'autre barrage, l'UBB poursuit son aventure après s'être défait de l'ASM. Pourtant le match a été assez difficile pour les Girondins. Les 15-20 premières minutes ont été totalement dominées par les Auvergnats, qui inscrivent leur premier essai au bout de 6 minutes. Mais outre cet essai, on voyait bien que les Jaunards dominaient les collisions, dominaient en mêlée, en touche, et les Bordelais m'ont paru très fébriles, et ils ont notamment concédé beaucoup d'en avant. Et de manière générale, pas sur les 15-20 premières minutes, mais sur tout le match, il y a eu quand même énormément de déchets. À la 55e minute, il y avait déjà 10 fautes de main pour Bordeaux contre 4 pour Clermont, c'est quand même pas mal. Mais la tendance est progressivement inversée en cours de première mi-temps. Dans le sillage de Rémi Lamora, les Girondins ont su remettre la main sur le ballon et profiter de l'indiscipline clermontoise pour revenir progressivement dans le match. D'abord, on a la faute de main d'Ituria dans l'embut qui a relancé l'UBB, sans parler du cafouillage en touche qui amène l'essai de Bordeaux. Je trouve que l'ASM s'est un petit peu perdu dans ce match, et je pense que c'est un petit peu à l'image de leur saison. Cette année, j'ai trouvé que Clermont manquait globalement de fraîcheur et de cohésion sur l'ensemble des matchs qu'ils ont fait. Beaucoup de joueurs ont d'ailleurs été remplacés assez tôt dans le match, comme Fischer et Ituria, qui ont aussi pas mal souffert dans les rucks, et d'ailleurs je comprends pas vraiment pourquoi Ituria est placé en 3ème ligne, quand Yato est placé en 2ème. Enfin je sais pas, mais quand t'as un joueur comme Yato, tu fais en sorte qu'il soit le plus disponible possible. Après je suis pas entraîneur et Azema devait avoir ses raisons, mais ça m'interroge. Et tout ça, ça rejoint un petit peu ce que je disais la semaine dernière sur Clermont et sur son effectif en transition. C'est assez vieillissant et les jeunes qui arrivent, il manque encore un petit peu de maturité. La situation de Clermont aujourd'hui, elle me fait un petit peu penser au Stade Toulousain entre 2015 et 2018. L'apogée de Clermont, c'était en 2017, et maintenant ils sont un petit peu sur une pente descendante et je pense qu'ils vont devoir rebondir. Notamment avec l'arrivée de Jono Gibbs à la place de Franck Azema, qui devrait apporter un petit peu de fraîcheur et de renouveau. Et donc maintenant, on va parler du match d'accession disputé entre Biarritz et Bayonne. Quel match, putain! 120 minutes de guerre intempestive, un public déchaîné, des tirs au but, c'est le plus grand match de derby que j'ai jamais vu. Biarro et Bayonnais se sont neutralisés toute la rencontre. Certains disent que c'était moche parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'envolées. D'accord, c'était pas le match le plus technique qu'on ait pu voir, mais au niveau du rythme, j'ai rarement vu une partie aussi intense. Et ça, même au niveau international. On avait des turnovers toutes les 2 minutes, chaque ruck était une bataille, bref, moi je me suis régalé. Et donc bravo à Biarritz pour cette accession. Côté Bayonne, c'est cruel, ils méritaient pas ça après leur saison plutôt bien menée en top 14 globalement, mais quand on voit le manque de lucidité dont ils ont fait preuve en préférant jouer à la main plutôt que de prendre la pénalité ou même d'aller tenter le drop, eh bien on se dit qu'ils pouvaient pas espérer grand chose de plus. Et du coup je trouve ça assez curieux la manière dont ils ont mené leur match, ils auraient pu tuer la rencontre bien plus tôt. Bref, bonne chance à Bayonne en Pro D2, j'espère qu'on les reverra vite et bon courage à Biarritz pour la rentrée,
parce que ça va être dur pour eux. Maintenant qu'on a passé les matchs en revue, voyons un petit peu les pronos et les tendances pour les demi. Concernant la première demi qui aura lieu vendredi soir à 20h45, La Rochelle affrontera le Racing. Niveau fraîcheur, ça devrait être un petit peu similaire, je pense. Le Racing a très bien géré sa fin de saison, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo. Ils ont eu aussi un match plutôt facile face au Stade Français. On va pas se le cacher, c'était pas le match le plus éprouvant qu'ils aient eu à jouer. Et de l'autre côté, en se qualifiant directement pour les demi-finales, La Rochelle a pu souffler un petit peu et récupérer de sa grosse campagne européenne. L'enjeu pour La Rochelle, on le devine, ce sera avant tout de contrer l'axe Fickou, Vakatawa et Thomas, qui est un trio dévastateur, et on l'a vu lors de la finale européenne qu'ils savaient très bien défendre, que Dupont, Colby et Lebel avaient été étouffés et n'avaient pas vraiment pu s'exprimer, donc à voir s'ils seront capables de réitérer ce genre de performance. Sachant qu'ils seront toujours privés de Botia qui devrait revenir pour la finale en cas de victoire. Sinon devant c'est Bourgarit qui va leur manquer puisque le talonneur international est forfait pour la fin de saison, et ça c'est un vrai coup dur pour le pack jaune et noir. Cependant, je pense que le pack Rochelet est plus dangereux que celui du Racing. On l'a vu en Champions Cup, il est ultra solidaire, très combatif, très puissant à l'image d'Antonio ou de Will Skelton. Ils ont mis à mal les avants du Leinster et de Toulouse, ce qui n'est pas anodin. Et ainsi, malgré la formidable armada francilienne, je pense que La Rochelle, en fait, elle est vexée de sa défaite en finale. Ils ont faim de titre et je pense que l'agressivité maritime finira par faire la différence vendredi soir. Pour l'instant, les cotes vont plutôt dans ce sens. La cote rochelaise, elle est à 1,70 contre 2,20 pour le Racing. Et pour les marqueurs, on a vu que Teddy Thomas était plutôt en forme contre le Stade Français, donc ça peut être un pari intéressant. Concernant l'autre demi, d'abord sachez que je serai au stade, donc ça peut être cool de se croiser si vous y êtes. Personnellement, je vois le Stade toulousain s'imposer. Ils ont pu avoir une semaine de récupération supplémentaire, Marchand revient, mais surtout, je m'attends à un match très serré, cadenassé, dans lequel ils sortiront vainqueurs. Pourquoi ça, vous me direz? Eh bien parce que sur les quarts, sur les demi et sur la finale européenne, à chaque fois Toulouse a emmené son adversaire dans du combat rude. Et à chaque fois, ils s'en sont sortis victorieux. Ce que je veux dire, c'est que Mola et ses hommes, ils sont maintenant rodés à ce genre de match. Et ils savent parfaitement gérer leur temps faible. Contre Bordeaux et contre La Rochelle, ils ont plusieurs fois été mis à mal, ils ont été dominés, mais ils ne se sont jamais affolés. Et ils ont fait le dos rond, en attendant le bon moment pour surgir et pour marquer. Et de son côté, l'UBB a laissé des plumes lors de son barrage face à Clermont. Ça a été un match assez physique, assez éprouvant. Et puis il y a forcément un petit désavantage psychologique dû au fait qu'ils n'ont pas battu Toulouse cette saison, aucune victoire en 3 rencontres. Urios l'a d'ailleurs avoué à demi-mot en conférence de presse en déclarant ne pas encore avoir trouvé la clé pour battre Toulouse. Donc concernant la clé, j'ai pas trouvé la clé. Tu sais, c'est un peu comme les... Tu sais, quand tu perds ton téléphone, tu le fais sonner, et des fois tu l'entends, mais tu sais pas où il est. C'est un peu comme ça aujourd'hui. Après, l'UBB n'est pas démuni non plus. Jalibert, c'est un vrai patron. Lucas, c'est également un leader qui sait gérer un pack d'avant qui est quand même assez puissant et très dur au mal. On a vu contre Clermont que dès qu'ils accéléraient, ils pouvaient trouver des solutions, donc à voir s'ils parviendront à se sortir de l'étau toulousain. Pour l'instant, les cotes sont largement en faveur de Toulouse, 1,33 contre 3,40. Je pense que Bordeaux sera un petit peu trop court pour aller en finale, espérons pour eux que je me trompe. Là aussi, regardez les cotes des marqueurs, je me répète, mais Dupont, Lebel et Colby me semblent être des valeurs assez sûres. Pourquoi pas non plus observer les cotes des talonneurs, donc Ménadier, Marchand, Lamotte, puisque les deux équipes connaissent assez bien les ballons portés et savent jouer dessus. Et donc vous le savez maintenant, ça fait plusieurs fois que je vous fais le même discours. Je suis affilié avec BetClick, donc si vous voulez parier et me soutenir, ça se passe avec mon lien en description. Et en ce moment, le bonus de bienvenue monte jusqu'à 200 € remboursés sur votre premier pari s'il est perdant. En plus, avec l'Euro de football en parallèle, ça peut être assez intéressant. Et je tiens à remercier toutes les personnes qui l'ont déjà fait, ça me fait grave plaisir. Et donc l'essai du week-end pour moi c'est celui de Machelot, donc un essai inscrit dans le couloir des 5 mètres. Donc ça démarre par Russell qui par sa course en sortie de ruck vient défier Macalou et fixer également le demi de mêlée sur la touche, avant de libérer pour Thomas qui casse 3 plaquages puis transmet à Tanga. Puis ensuite c'est un défilé de passes dans l'axe qui permettent à Machelot de planter le 3e essai de la partie. Ça, je sens que c'est le genre d'action qui ferait bander mon coach Colliot qui ne jure que par l'axe. Et donc on arrive à la fin de la vidéo, je vous remercie de m'avoir regardé. Dites-moi en commentaire quels sont vos pronos pour ce week-end. En attendant, bombardez-moi les pouces bleus, abonnez-vous, bref, mettez-moi bien. On se voit la semaine prochaine. Bye l'Ovalie.